Mon nom est François-Olivier Thébert, je suis directeur général de la Fondation Taxi Canada. Donc, pour ceux qui me connaissent, ça fait plaisir de vous voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je vais peut-être me présenter. Je suis directeur général de la Fondation depuis presque 4 ans. J'ai été avant ça sur le conseil d'administration et avant ça comme bénévole organisateur d'événements. Je ne suis pas un philanthrope de formation. J'ai joint à la Fondation car j'ai des fils qui ont la Taxi Free Drive. Donc, j'ai décidé de quitter l'ingénierie et de me mettre à temps plein dans cette aventure qui est d'encourager la recherche et de soutenir les patients taxis. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation, elle a été créée ou on pourrait dire débutée par Claude Saint-Jean il y a maintenant 50 ans cette année. Donc, c'est une histoire d'une fondation qui a été créée par un patient qui, dans ce temps-là, s'est fait dire vous avez une maladie rare, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour vous. C'est quelqu'un qui s'est activé, qui a créé une fondation, qui est allé chercher des sous pour encourager la recherche et c'est maintenant un peu grâce à lui qu'on est tous là aujourd'hui. Donc, c'est la preuve qu'on peut faire la différence malgré tout. Petite note aussi de la Fondation. Attendez une minute, il y a des gens qui se joignent encore en dernière. Petite note de la Fondation. Il y en a, je reconnais des noms ici. Évidemment, notre mission depuis 50 ans est d'encourager la recherche, ce qu'on fait beaucoup, mais on a aussi tout un volet de service aux membres. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, la Fondation a un programme de financement de services, donc des équipements, tout ça, pour aider les gens directement dans leur vie, des choses qui ne sont pas couvertes par ou la RAMQ ou par les assurances. Donc, c'est des équipements ou services qui doivent être prescrits par un professionnel de la santé. Donc, faut que votre équipe de cliniciens, ergothérapeutes, physio trouve que c'est une bonne idée. Vous pouvez me contacter et c'est un programme qui est participatif. Donc, on fait un partenariat avec la famille ou la personne et la Fondation vient égaler les montants recueillis de la famille pour venir se payer ce type de service. On a fait des vélos adaptés, on a aidé le programme d'accessibilité au logement, on a fait toutes sortes de programmes. Donc, nous, c'est vraiment à notre façon, à l'échelle de la Fondation qui est plutôt petite, d'aider les patients dans leur quotidien. Donc, je vais vous demander aussi, ceux qui ne sont pas sur mute, de le faire, parce qu'on veut évidemment bien entendre nos invités d'aujourd'hui, dont plus notamment Dr. Bray qui est là avec nous et qui va nous parler un peu de cette nouvelle forme d'ataxie que lui et son équipe a découvert. C'est quand même quelque chose qu'on pourrait dire qui vient changer la donne, qui est quand même un événement important pour beaucoup de patients et leurs familles qui, depuis de nombreuses années, savent qu'ils ont une ataxie, savent qu'elle est héréditaire parce qu'elle est présente dans la famille, dans les oncles, dans les tantes, dans les cousins, mais qui n'ont pas vraiment une confirmation génétique. Donc, je vais laisser la place à Dr. Bray pour nous parler un peu de ce qui est le SCA 27B. Bonjour tout le monde, bonjour François-Olivier, merci d'avoir organisé ceci. Très heureux qu'on soit plusieurs aujourd'hui pour parler de cette grande découverte qui soulève beaucoup d'enthousiasme de mon côté. J'espère que je vais réussir à partager ça avec vous.
Je veux aussi insister sur le fait qu'on c'est toujours un projet de groupe. Il y a certaines personnes qui sont des neurologues comme moi, qui ont participé beaucoup à cette recherche partout dans le monde, mais je voulais souligner la présence de 3 en particulier qui sont aussi avec nous aujourd'hui. Donc, il y aura période de questions à la fin. Et donc, peut-être certaines des questions seront répondues par ses collègues. Je voulais parler bien sûr d'Antoine Duquette, qui est un proche ami de l'association d'Ataxie Canada et aussi un neurologue qui, dans la suite de Barbeau et de moi, parce que c'est lui qui a pris la succession de la clinique d'ataxie du CHUM, qui est vraiment la plus vieille clinique d'ataxie au Québec, et un collègue exceptionnel. David Pellerin, qui nous a joint de l'Angleterre, qui a fait beaucoup du travail de laboratoire chez moi et qui continue maintenant à partir de Londres de faire énormément de travail. Catherine Ashton, que certains d'entre vous ont rencontré aussi, qui vient de passer presque 7 mois avec nous et qui va avoir plusieurs d'entre vous dans les prochains mois aussi, qui fait beaucoup de travail de fond, incluant le premier jet des diapos aujourd'hui, et je la remercie beaucoup. Alors, de quoi nous parler? D'autres remerciements avant de faire ça, c'est, je remercie évidemment François Olivier et Ataxie Canada de nous permettre d'avoir ce forum. Je dois dire d'emblée, on n'est pas subventionné par Ataxie Canada pour ce projet-là, donc c'est vraiment une grande générosité de leur part et ça montre très bien leur effort d'amener l'information et de solidariser les patients et les familles et les chercheurs et les cliniciens intéressés à l'ataxie. Donc merci. Catherine Boyer, et Louis Saint-Gelais, Nadine Leclerc, Aline Larouche au Saguenay, la clinique du Saguenay, où je suis aussi membre de la clinique, qui ont fait certains des appels, ont fait certaines de la coordination. Puis évidemment, vous, les membres de la famille et des familles, c'est très important de comprendre que ce projet-là, on l'a fait pour vous, mais on n'aurait pas pu le faire sans vous. Pas seulement ça, je pense que vous pouvez encore contribuer parce que, dans le fond, je dis toujours à mes jeunes en formation, quand on en a une maladie rare, le vrai expert, c'est la personne qui l'a. C'est pas nous, le médecin. Nous, ce qu'on fait, c'est colliger votre expérience de la vie avec cette maladie-là. Dans mon cas, essayer de mettre ensemble des gens qui avaient probablement la même chose pour trouver qu'est-ce qui était la cause. Mais à la fin, on vous retourne maintenant avec l'information qu'on a trouvée. On a certaines informations sur beaucoup d'entre vous et merci d'avoir participé, ceux qui l'ont fait. Mais on est encore en train d'amener plus d'informations pour qu'on puisse vous donner des informations cliniques, plus bien définir aussi comment faire des études thérapeutiques qui seraient construites sur votre expérience de cette maladie. Alors, merci de participer aujourd'hui, merci de participer à l'étude pour certains depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'est l'article qui est publié en janvier dans une grande revue américaine qui s'appelle le New England Journal of Medicine, un article qui, avec David Pellerin comme premier auteur, mais on voit Antoine ici, moi et d'autres. Je voulais quand même faire le pont. Je sais que certains des définitions de revoir des choses, puis la présentation avance. Donc, j'ai quand même fait l'effort de faire quelques diapositives d'introduction pour que ensemble, on évolue dans nos connaissances, qu'on sache qu'on appelle la même chose. Donc, ataxie, vous savez, vieux mots, pour ceux, c'est un désordre de la coordination. Essentiellement, les organes du système nerveux qui sont touchés, c'est le cervelet, ou le cerebellum en anglais, la moelle épinière, et les nerfs périphériques. Donc, toutes ces choses-là peuvent contribuer au problème de coordination. Donc, les symptômes, comme vous savez, c'est souvent une instabilité à la marche. Des tremblements peuvent faire partie, les difficultés à parler, ce qu'on appelle dysarthrie, la voix ébrieuse, évidemment les difficultés à avaler dans certains malades, des mouvements anormaux des yeux. Et là, vous allez voir, ma fellow a fait un petit gag. C'est pour insister sur le fait que dans cette forme-là, on a beaucoup de mouvements des yeux non contrôlables, incluant ce qu'on appelle du bobbing en anglais, les yeux qui battent vers le bas. Et donc ça fait vraiment partie de plusieurs ataxies, mais très, très, très important dans celle-ci. Et on aimerait l'étudier encore plus. Et évidemment, des fois, des symptômes vertigineux, des étourdissements, très importants dans cette forme-ci, comme vous allez voir, parce qu'il y a des gens qui ont des épisodes où ils sont vertigineux, ils ont l'impression qu'ils vont tomber, qu'ils sont sur un bateau, et ça dure une période de temps. Donc c'est vraiment une forme où on a beaucoup de ces phénomènes-là, c'est pas dans toutes les ataxies. Il y a des grands sous-types, on fait l'effort de vous en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui vont s'associer à une plus qu'à l'autre et ça va peut-être vous aider à dire, mais j'ai probablement pas ça, parce qu'il y a des gens, je suis sûr, qui sont joints à nous aujourd'hui, qui savent toujours pas ce qu'ils ont, ils savent pas s'ils ont ça. Et il y a beaucoup de participants dans notre étude à qui on n'a pas encore donné le rapport, on leur a pas dit s'ils l'avaient ou pas. Alors, encore une fois, c'est un effort de tout le monde arriver au même niveau de connaissance pour
qu'on puisse parler de la même chose. Donc, les grandes catégories qu'on voulait discuter aujourd'hui ou présenter, c'est vraiment les ataxies, les grands sous-types, donc ce qu'on appelle les ataxies juvéniles de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte, qui débutent avant 29 ans, souvent plus tôt que ça, l'ataxie Friedreich étant un exemple, majoritairement récessive, souvent sévère, avec souvent une atteinte d'autres systèmes, pas juste les systèmes neurologiques. L'ataxie Friedreich étant probablement l'exemple le plus connu et le plus commun. On a aussi un groupe d'ataxies qui sont particulières, qui sont plus rares dans l'ensemble, mais il y a la forme dont on va parler aujourd'hui à cette composante-là, ce qu'on appelle l'épisodique. Ce sont des gens qui, souvent, au début de la maladie, vont avoir des problèmes d'équilibre temporaires. C'est des fois très dramatique au point de ne pas pouvoir marcher. Et tout à coup, on les revoit 1 heure, quelques minutes, ou le lendemain, et ils marchent normalement. Donc, c'est ces ataxies épisodiques qui sont souvent sensibles à certains médicaments, plus souvent dominantes, avec des grandes fluctuations d'épisodes et les formes communes avec des gènes qui sont très connus. Et donc, certains des gens au Québec ont des erreurs dans ces gènes-là. Mais le gène qu'on présente aujourd'hui est une nouvelle forme aussi d'épisodique. Ça explique beaucoup d'épisodique. Et ce qui est important pour nous, c'est de se rendre compte que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est surtout des ataxies qui débutent à l'âge adulte. À l'âge adulte, c'est dans ce cas-ci, c'est la définition qu'on a utilisée dans l'article, ça veut dire apparu après 30 ans. Donc, 30 ans et plus. Comme vous allez voir, c'est une définition qui est quand même un peu arbitraire. Ils peuvent être récessives, ils peuvent être dominantes, il y a énormément, des centaines de maladies différentes là-dedans. Il peut y avoir une atteinte d'autres systèmes, on pense en particulier aux nerfs périphériques. Donc, ça reste un mélange de choses. Mais les mots importants, c'est épisodique et tardive. C'est les mots qui vont revenir tout le long de la présentation aujourd'hui. Donc, c'est quoi une ataxie épisodique? Pour revenir là-dessus, je vous parle de ça parce que j'aimerais, pour ceux qui à la fin vont avoir ça, confirmer que c'est ça, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, quand on fera des tests chez vous, on a encore pas mal de travail pour bien comprendre le début épisodique de ces maladies-là. Une des raisons, c'est que nos collègues européens qui trouvent les mêmes choses américains n'ont pas bien étudié ce début de maladie-là. Ils ont plus caractérisé quand l'ataxie devient permanente. Alors, peu importe, qu'est-ce qu'on veut dire par épisodique? C'est des épisodes temporaires, de minutes à heures, souvent, rarement de jours, d'ataxie, et la personne peut revenir à la normale. Plus souvent, c'est les minutes à heure. Puis, l'important, c'est que certains de ces épisodes-là peuvent être provoqués. Donc, les gens dans les grandes familles, avec la forme qu'on vous décrit aujourd'hui, nous parlent d'une très grande sensibilité à l'alcool qui peut provoquer des épisodes, certains médicaments, le café, l'exercice. C'est une des formes qui est très sensible à l'exercice. Des descriptions de gens qui marchent des longues distances, et plus la marche est longue, plus elle est difficile, plus à la fin, leur équilibre se précarise. Alors, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de formes d'épisodiques et dont celle aussi où on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut dire par les ataxies tardives? On l'a dit, débute après l'âge de 30 ans, progression de la marche qui est lente, souvent tardive, puis elle peut être associée à plusieurs autres symptômes. Donc, l'autre chose qui est importante, c'est de penser que la plupart des ataxies, pas toutes, mais la plupart sont héréditaires. Donc, il y a plusieurs modes de façon de recevoir le risque. Il y a le mode dominant, on reçoit d'un parent atteint la maladie, les enfants ont une chance sur 2 de l'avoir. Le mode récessif, comme Friedreich, les 2 parents doivent avoir une erreur et l'enfant doit avoir reçu les 2 erreurs pour développer. Et des modes plus rares, transmis par le chromosome X, par exemple. Et il y en a quelques autres. Aujourd'hui, la forme dont on parle, qu'on appelle maintenant SCA27B, on n'a pas choisi ça, c'est un organisme américain qui a donné ce nom-là, et je pense que c'est celui qui va coller, est une forme dominante. Donc, tout ce travail-là est un travail collaboratif. Donc, depuis 20 ans, je vois ces patients-là. Beaucoup d'entre vous ont signé des consentements de participer à ce projet et on n'a pas arrêté. Ça a pris du temps, mais on n'a pas arrêté de chercher. Mais le travail publié dans l'article, c'est le travail de plusieurs groupes. Évidemment, nous, à Montréal, avec la contribution d'Antoine, mais aussi d'autres cliniciens à Sherbrooke, par exemple, au Saguenay, et aussi un groupe très important pour nous, c'est un groupe de génétique génomique dirigé par Stéphane Zuckner en haut ici, avec son associé Matt Dandy, qui ont fait beaucoup de l'analyse génétique et certaines des analyses fonctionnelles, et qui restent nos collaborateurs clés. On est aussi un groupe allemand dirigé par Mathis Stinovnik à Tübingen, qui nous a beaucoup aidé en fournissant une nouvelle cohorte et on travaille activement avec lui. Un groupe à Perth, en Australie, qui nous a aussi fourni des
contribué des cas et qui contribuent à la génétique. Et c'est le groupe auquel Catherine Ashton, qui participe à la conférence aujourd'hui au projet, va s'associer dans quelques mois parce qu'elle va retourner au show bientôt. Et des groupes indiens, grâce à une collaboration avec Henry Holden à Londres. Donc, c'est les 3 familles qui ont servi de point de départ et je veux les remercier. Je ne les identifie pas évidemment pour des fins de confidentialité. Même les arbres ont été un peu modifiés. Je veux quand même, la dame, un cercle rouge, le point rouge, c'est une femme dans ces arbres-là. Je veux quand même, elle se connaît, la remercier. C'est le point de départ de l'étude pour moi. C'est une dame que j'ai vue, avec qui j'ai développé beaucoup d'amitié. C'est aussi beaucoup aimé son mari. Et quand son mari a eu un cancer, il savait qu'il allait partir. Il m'a pris dans un coin, je me rappellerai toujours. Il dit, Bernard, il faut que tu trouves ce qu'elle a. Il faut que tu trouves. Et donc, 15 ans plus tard, on a finalement trouvé. Alors, ou bien ça prouve que tous les Saguenayens lâchent jamais le morceau, ou bien ça prouve que, dans le fond, je voulais vraiment trouver ce qu'elle avait. Et donc, je suis vraiment content pour elle et tous les membres de cette grande famille. Dans les faits, il y a 66 familles qui participent à notre étude des ataxies tardives. Donc, qui ont participé au cours des années. On en explique 40. Donc, il y a encore 26 familles et plus maintenant où on ne sait toujours pas ce qu'ils ont. Dites-vous qu'on ne vous oublie pas, comme je vous ai dit, on ne lâche pas. On est en train, on a un projet qui est subventionné par Ataxie Canada pour essayer de trouver la cause génétique de ceux-là qui n'ont pas encore trouvé une cause. Mais aujourd'hui, on parle des 40 familles, des 73 patients qui sont décrits dans notre article. Mais dans les faits, on en a plus qu'une centaine maintenant identifiés au Québec qui sont porteurs de cette erreur-là. Et merci encore à ces familles clés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait toutes les nouvelles technologies de la génétique qui arrivaient, on les envoyait, on essayait de tester. Et à la fin, on a produit sur ces 3 familles-là des séquençages de tous les génomes. On a fait des analyses sophistiquées et on a permis de trouver l'erreur. Comment cette maladie se transmet dans les familles? Donc SCA27B, elle se transmet dans le mode dominant. Donc c'est vraiment ça. Un parent va transmettre le risque à la moitié de ses enfants. Plutôt, on devrait dire chaque enfant a une chance sur 2 de l'avoir et ça continue. Donc, beaucoup des familles, et vous reconnaissez, ont une longue histoire de patients avec des problèmes d'équilibre, surtout plus tardivement dans leur vie. Il y a des subtilités dans tout ça et une des grandes subtilités, c'est beaucoup quand on a confronté nos données que les autres patients dans le monde, les patients des 3 autres pays qu'on a sollicités pour participer à l'étude, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'histoire familiale. Ils arrivent, c'est les premiers dans la famille à avoir ça. Et maintenant, on commence à comprendre pourquoi. Au Québec aussi, on a des patients, à peu près 15% des patients qui n'ont pas d'histoire familiale. C'est pas parce que c'est des gens adoptés, c'est vraiment, ils sont une merveille de la nature. Et on comprend maintenant, en partie, pourquoi ces gens-là apparaissent. Donc, il y a des gens qui vont être des débuts de lignée de cette maladie-là, parce qu'il y a un risque dans la population, et des fois, le risque passe le seuil et devient une erreur qui va causer une maladie. C'est compliqué tout ça, mais dites-vous que comme un vieux professeur, je vais revenir. Il y a un moment, certaines des explications vont vous devenir familières, du moins je l'espère. On rentre dans quelque chose qui est très difficile à expliquer à distance, mais aussi sous forme à cause de connaissances, tout simplement. Mais si j'avais à décrire ça de façon simple, ce qu'on a trouvé, si l'ADN, les chromosomes, c'est des immenses colliers avec 3 milliards de perles, on est dans une région où il y a, chaque perle, c'est 3 lettres. On a une région où on a quelques billes, quelques perles de la même couleur normalement. Il y a des gens qui en ont un peu plus, il y a des gens qui en ont un petit peu plus, mais quand on regarde nos patients, ce qu'on voit, c'est que cette région-là est beaucoup, beaucoup plus grande. Donc, elle est vraiment très, très importante. Et on peut même le voir quand on fait certaines expériences. Donc, chez quelqu'un de normal, on voit une petite bande qui correspond à un petit segment du collier de cette longueur-là. Et là, quand on regarde un patient, on voit que c'est beaucoup plus grand. Donc, tout à coup, c'est la grandeur de l'écran. Et c'est ça le problème. C'est quand on modifie l'ADN se contourne, prend des formes et n'arrive pas à fonctionner normalement. Donc, cette erreur-là se retrouve dans nos 3 familles de départ. Ils sont retrouvés dans 40 familles par la suite et on va continuer à vous expliquer ça. Mais le gène dans lequel on l'a trouvé s'appelle le Fibroblast Growth Factor. Je vais en parler un petit peu. Je sais que c'est vraiment de la biologie de haut niveau. Donc, je vais vous dire quelque chose, surtout relié au fait que c'est quand même le fun qu'on ait trouvé une erreur dans un gène à fonction connue. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce gène-là avait déjà été montré comme ayant des erreurs qui peuvent causer une ataxie. Et en fait, au Québec, moi et des élèves, on avait déjà décrit une première famille québécoise avec une erreur dans ce gène-là qui a une forme d'ataxie épisodique. Mais c'est pas cette erreur-là, c'est une autre erreur.
L'autre chose qui était vraiment remarquable pour nous, et je pense que c'est ça qui nous a permis de publier dans une grande revue comme le New England Journal of Medicine, c'est le fait que si on regarde le gène de Friedreich, on voit il y a le collier de billes dont je vous parlais, il y a des billes de couleur foncée, des billes de couleur pâle, disons, quand on essaie de l'imaginer, il y a cette région qui aurait chez Friedreich et de petite taille de billes, et quand on regarde chez le muté, c'est une grande taille. Et vous voyez, c'est dans une région qui n'est pas de la même couleur parce que c'est ce qu'on appelle un intron, c'est dans le premier intron. Et quand on regarde dans notre gène à nous, c'est la même chose. Donc en fait, c'est comme une erreur qui est ailleurs, dans un autre gène, certes, mais c'est le même type d'erreur. Et ça, pour nous, ça ouvre la porte au fait que, à l'intersection de la recherche sur le Friedreich et maintenant cette nouvelle forme de SCA, il y a une communauté d'intérêt et une communauté de recherche de traitement et de compréhension de ce qui se passe au niveau de l'ADN. Donc je sais que David et moi, on avait encore des réunions cette semaine qui étaient hallucinantes avec des grands experts de la génomique pour nous faire comprendre pourquoi ça ne va pas à partir de l'expérience avec Friedreich. Donc, on trouve rarement quelque chose qui est un tremplin aussi important que celui-là rapidement. Donc, c'était une découverte vraiment satisfaisante à ce niveau-là. Je vous ai parlé des Allemands. Donc, quand on a découvert avec les Québécois. Donc, c'est 40 familles québécoises positives. Et moi, d'expérience, parce que ça fait longtemps que je fais ce métier-là, je savais que pour publier dans une grande revue, il faut avoir des patients d'ailleurs, parce que souvent, ils nous disent, les Québécois, vous savez, les Canadiens français, ils sont différents, puis c'est juste ça. Donc, on s'est tourné vers l'Allemagne, on s'est tourné vers l'Australie. Et ce qu'on a remarqué, c'est que oui, l'erreur se retrouvait, elle n'était pas rare du tout, elle était de 18 à 15% dans des grands groupes de malades, elle était moins importante. Donc, c'est probablement encore un effet fondateur canadien-français. On en a plus ici parce qu'il a été introduit tôt, puis certaines familles sont énormes en termes de descendance. Et on a soumis l'article au New England ici. Et ce que le New England nous a demandé, c'est montrez-nous que c'est ailleurs que dans les populations de descendance européenne. Donc de là, notre recherche de cas australiens, pour montrer qu'en fait, c'était probablement universel. Beaucoup du travail de la dernière année, avec un travail d'un doigté incroyable de la part de David Pellerin, c'était de créer un immense réseau que vous allez voir tantôt. Et maintenant, on a des collaborateurs partout dans le monde. On sait qu'il y a des cas dans plus de 40 pays. C'est commun, c'est partout. Alors, c'est pas une maladie du Canadien français, c'est une maladie de l'humain, et il y en a beaucoup. Donc, ça suscite énormément d'intérêt. On est rendu, je crois, à peu près à 800 cas connus dans le monde. Donc, c'est énorme. Et si on regarde au Québec, j'ai pas fait l'exercice formel complet, mais si on regarde au Québec, les grandes ataxies, on parle de 300 cas d'ataxie Charlevoix-Saguenay, 300 cas d'ataxie de Friedreich, dans ces eaux-là, les grandes ataxies qui se transmettent peut-être autour de 100. Là, on est déjà à plus de 100. Donc, ça se peut très bien que ça devienne la plus commune des ataxies au Québec. C'est à voir. Il y a quelqu'un qui devrait fermer son... Je pense qu'on va essayer Yves Cadieux, je crois, qu'il faudrait fermer. Donc, François Olivier va s'en occuper, je pense. Donc, Monsieur Cadieux, peut-être juste fermer votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Cadieux, peut-être juste fermer votre micro, s'il vous plaît. Okay. Je pense qu'il est en Californie. Donc, vous voyez, David est là en photo. Je voulais vous présenter aussi deux autres personnes que certains des membres de la famille ont rencontrées. Mathilde Renaud, qui était fellow ici chez nous en 2017-2018, qui a revu beaucoup des familles. Elle a fait beaucoup du travail fin clinique qui nous a vraiment convaincus encore plus que ça devait être la même chose chez beaucoup des patients. David a pris le relais et maintenant Catherine a pris le relais. Donc vraiment, c'est le travail de jeunes là, qui comptent jamais leur temps. Et on a pu produire cette qualité qui est la première colonne, une grande qualité de données sur tous nos malades. Et on a pu arriver à certaines conclusions sur lesquelles je vais revenir dans les prochaines diapos par rapport à c'est quoi avoir cette maladie-là. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette forme-là? C'est plusieurs symptômes. Donc, on a évidemment la majorité des patients ont une ataxie à la marche. Pourquoi c'est pas tout le monde? C'est parce qu'on a des cas qui sont relativement jeunes encore. Avec des symptômes épisodiques. On voit aussi des épisodes de vertige, donc beaucoup de gens tôt se présentent à l'urgence avec des vertiges ou sur leur neurologue ou l'ORL, transitoire, ça disparaît.
Beaucoup de gens se sont présentés à l'ophtalmo avec des battements des yeux, des drôles de mouvements. On leur dit, mais non, vous avez du nystagmus. Donc, un grand nombre ont du nystagmus, même quand on les examine. Il y a d'autres symptômes visuels. Le nystagmus vers la base, très important, mais aussi beaucoup de nos patients se plaignent de vision double. Et en fait, beaucoup des patients vont avoir finalement des prismes dans leurs lunettes pour corriger cette vision double-là. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très, très bénéfique pour nos patients. Donc, c'est quelque chose à garder en tête pour certains d'entre vous qui ont des symptômes mais qui n'ont pas de prisme. On voit des tremblements. Peut-être qu'il y en a plus qu'on pense. On est en train de discuter avec des collègues européens. Peut-être qu'il y a plus de tremblements qu'on pensait. Encore ce qu'on a appris de nos malades, une grande sensibilité. Certains de nos patients sont ultra sensibles à la lumière. Ils portent des verres fumés presque à l'intérieur de la maison, tellement c'est désagréable. Ça leur donne des maux de tête, mais aussi ont l'impression qu'ils sont plus étourdis. Beaucoup de gens nous décrivent l'exercice. Les longues marches, tout à coup, ils se mettent à avoir plus de problèmes d'équilibre qui s'estompent après une période d'arrêt. Des aussi, comme d'autres épisodiques, des grandes crises d'anxiété où ils peuvent être beaucoup mieux ou beaucoup pire. Ça, c'est variable. On a un très haut pourcentage de personnes qui ont des maux de tête, céphalées, peut-être de l'ordre de 30%, mais ça reste commun, les maux de tête et les céphalées. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de partager sur le temps. J'aimerais bien avoir des témoignages là-dessus. C'est surtout une famille américaine et 2 patients que j'ai vus au cours des années qui nous ont vraiment parlé de ces épisodes où ils sont dans crise. Ils veulent pas vraiment parler. Ils sont comme ralentis. Souvent, ils arrêtent de faire des choses. Ils attendent que ça passe. Une sorte de lenteur. Les Américains appelaient ça un brain fog. Donc, comme si on était dans une période où on est dans un nuage de brume. Ça marche pas, là. Puis ça passe. Des périodes, évidemment, où ça a un impact et avec le temps, plus tard dans la maladie, évidemment, des problèmes de dysarthrie. Des fois aussi, des problèmes de recherche du mot. Il y a vraiment quelque chose qui est plus global. Et évidemment, cette sensibilité à l'alcool que nos collègues européens n'ont pas encore complètement détectée, mais pour nous, est remarquable. On a revu quelqu'un récemment, très récemment, qui nous disait même à 20 ans, il savait qu'il ne pouvait pas boire beaucoup parce qu'avec 2 bières, il était vraiment moins stable que ses copains. Et souvent, dans vos familles, dans les familles qui ont ça, on a souvent des gens qui boivent essentiellement pas après 40 ans. Parce que c'est trop perturbant sur leur équilibre, même s'ils n'ont pas tous les plaisirs de l'euphorie que l'alcool peut donner, parce qu'ils sont vraiment en gros problème d'équilibre. Et une chose plus récente, on a noté certains de nos patients, ça je serais curieux de savoir, certains d'entre vous ont noté que le café peut aussi provoquer des crises ou des modulations de leurs symptômes. Donc, est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, avec l'information qu'on va donner, que j'ai donnée et que je vais continuer à donner pour le reste de la session, est-ce que quelqu'un a vraiment ça? Donc, comment dire, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, tôt dans la maladie, les symptômes qu'on nous dit, c'est vraiment ça. C'est les sautillements d'image, c'est la vision double, c'est les vertiges. C'est vraiment ces symptômes précoces, mais qui se présentent souvent comme ça, disparaissent. On n'est pas trop sûr. Et s'il n'y a pas d'histoire familiale, je pense que les gens n'en feraient pas grand-chose. Après ça, on a les crises épisodiques plus claires, les vertiges, la vision double, les crises provoquées par l'exercice, l'alcool et l'anxiété qui augmentent la probabilité que les gens ont cette forme de maladie-là. Et évidemment, avec le temps, on voit une ataxie à la marche, donc vraiment des problèmes d'équilibre qui apparaissent, des problèmes de coordination au niveau des membres supérieurs aussi. Et si on essaie de mettre ça dans une sorte de feuille de temps, on pourrait... si je suis porteur, qu'est-ce que ça... Porteur d'une mutation très clairement qui cause la maladie chez tout le monde qui la porte. Donc l'âge du début va être variable. On a des patients qui disent qu'il y avait une ataxie permanente, là, tous les jours, à partir de l'âge de 35 ans. D'autres est apparu à 89 ans. C'est sûr que c'est des données qui ont une qualité et qui a des limites. Mais en moyenne, nos patients autour de 60 ans disent que l'ataxie au quotidien, les problèmes d'équilibre, est installé. Par contre, quand ils parlent des phénomènes épisodiques dont je vous ai parlé, les diplopies, toutes ces choses-là, souvent ça commence 5, 10, 15, 20 ans avant. Et on voit encore, des gens qui, même dans la trentaine, et hier, si on se fie à un de nos patients qu'on a vu, c'est même dans la vingtaine pour certains, et très tardif. Donc, c'est des éléments qui vous disent, si vous avez une erreur, probablement que vous allez développer ces symptômes-là dans une grosse fourchette de temps, mais vous allez développer ces symptômes-là. C'est important de rassurer d'emblée les patients. Beaucoup d'entre eux ne vont pas utiliser d'aide à la marche jusqu'à tardivement, souvent seulement à 70 ans. C'est seulement un petit pourcentage, je pense que c'est 13%, je le dis plus tard, qui vont utiliser un fauteuil roulant au quotidien. Là. Donc, beaucoup de gens marchent très tardivement, marchent en fait jusqu'à la fin de leur vie. Donc, si on met ça sur l'échelle temps, donc on voit au début les problèmes visuels, les crises qui apparaissent, l'exercice, l'alcool avant la cinquantaine. Après ça, l'apparition de vraiment les problèmes d'ataxie autour de la soixantaine qui sont quotidiennes et la progression vers un aide à la marche et finalement
l'utilisation d'un fauteuil roulant qui n'est pas universel. C'est très important pour moi que les patients disent pas ça, je suis là, je suis au début, puis je vais être là à 70 ans. Non, non, c'est variable, puis la majorité des gens vont pas avoir besoin de fauteuil. Ce qu'on a appris aussi de cette étude-là, c'est que oui, la résonance magnétique, en général, nous montre des petits signes. C'est le cervelet qu'on voit ici, qui va être un peu plus petit, on appelle ça atrophié. Mais je peux vous dire d'expérience, nos patients plus jeunes qui sont testés ont souvent pas d'atrophie majeure au niveau de la résonance magnétique. Donc, on peut être rassuré parce qu'on dit ils font la résonance, ils trouvent rien. C'est rassurant parce que ça veut dire qu'il y a une belle réserve, mais c'est quelque chose qu'on voit dans cette maladie-là. C'est pas des gens qui naissent avec un petit cervelet. C'est probablement des gens qui, le petit cervelet apparaît avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut offrir comme test génétique? Et à ce moment-ci, au Canada, on n'a pas de laboratoire clinique qui offre de tests, donc ça reste mon laboratoire qui offre des tests de recherche. Aux États-Unis, dans les prochaines semaines, à Chicago, il y a un test clinique qui va commencer à être offert. En France, il y a un laboratoire qui offre déjà des tests cliniques et plein de laboratoires au monde qui vont l'offrir bientôt. Et les normes qu'on utilise, et c'est beaucoup le travail de David Pellerin, de partager les protocoles, partager les échantillons pour s'assurer qu'on appelle les pommes des pommes, ça veut dire la même taille. Donc, quand on a une mutation, une taille, donc je vous parlais du collier tantôt, une taille d'à peu près entre telle taille et telle taille de billes de perles de couleur, on est à risque. Ça ne veut pas dire qu'on va le développer. Donc, vous comprenez, écrire le rapport clinique va être nuancé parce que beaucoup de gens dans nos familles ont des tailles comme ça puis ils n'ont rien cliniquement. Donc, on ne sait pas encore s'ils vont le développer ou pas. Ça va rester. Ils ont reçu l'erreur, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le développer. Par contre, quand c'est plus que 300, plus que 299, 300 et plus, et on a des mutations dans les 700, donc répétition, là, malheureusement, ça veut dire qu'on va, dans notre expérience internationale même, on va développer la maladie. La sévérité va être variable et ça, on a encore pas mal de travail pour essayer de savoir qu'est-ce qui fait que ça influence la sévérité. On pense que la taille influence la sévérité, mais il y a sûrement d'autres choses aussi. Ce qu'on a appris, puis qui est un peu troublant, je suis sûr pour certains d'entre vous, mais en même temps, ça explique certaines des choses qu'on voit, c'est quand on regardait l'ADN d'un parent porteur avec les enfants porteurs, on s'est rendu compte que l'erreur, le nombre de billes change. Et quand c'est transmis par le père, souvent, le nombre de billes change. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un père qui a une mutation, disons, de 300 et plus, on va retourner là-dessus tantôt, une mutation importante, mais à la transmission par son sperme, la mutation a été réduite, puis l'enfant ne développera pas la maladie. Donc, c'est possible, on a vu ça. Et c'est un phénomène qu'on voit dans d'autres maladies. Par contre, quand c'est transmis par la mère, c'est le phénomène inverse. On voit souvent la mère transmet, et pas tous les enfants, mais certains d'entre eux vont avoir une augmentation de taille qui peut être très significative. Même une mère qui a une petite taille, un enfant qui a une très, très grande taille et qui va probablement développer une forme plus sévère. Donc, c'est pas parce que notre mère, là, ou notre père, là, qu'on a reçu la même erreur qu'en termes de taille. Ça se peut qu'on ait reçu l'autre, une taille qui a changé. Donc, de là, l'intérêt de se faire tester au moment qu'on va discuter là, dans quelques secondes. Quel est le bon moment pour se faire tester? Donc, ça, c'est une animation, si on veut. C'est un peu essayer de vous faire comprendre visuellement que c'est un monde qui change. Donc, l'idée, c'est qu'on a une maman, par exemple, qui est là, qui a rien, qui a absolument rien. Quand on regarde son ADN, elle a rien, elle a une augmentation du nombre de billes, mais dans un registre qui mènera pas à une maladie. Malheureusement, ces enfants reçoivent une taille qui est beaucoup plus grande et eux vont développer une maladie. Par contre, on peut se retrouver avec de l'autre génération, des enfants qui la taille va rediminuer à un niveau où ils l'auront pas, ou ils vont peut-être même ils vont peut-être l'avoir, mais on n'est pas trop sûr. Donc, cette sorte de transmission complexe-là est un défi pour nous en clinique génétique. Et c'est aussi une façon, en fait, quand on a regardé ça, c'est pour ça qu'on ne trouvait pas en utilisant les autres techniques. C'est parce que la mutation passe dans les familles, puis change de taille tout le temps, puis il y a des gens qui ne manifestent jamais la maladie, ou la manifestent super tard. C'est pour ça qu'on ne trouvait pas. Mais maintenant, on peut tester tout le monde, on peut savoir qu'est-ce qu'ils ont reçu, ou très près de ce qu'ils ont reçu, puis voir leur risque en fonction de ça, comparé à notre expérience globale. Donc, par exemple, ça, c'est une illustration encore parce que c'est des concepts difficiles. Je voulais quand même y revenir plusieurs fois. Ça, c'est la maman qui a une petite mutation qui peut-être va le développer, peut-être pas, mais elle a 2 enfants. Sa fille reçoit un 300,
Donc, elle va le développer. Son fils va recevoir a reçu un 350. Il va le développer. Pourtant, elle, probablement, ne va jamais développer la maladie. Donc, c'est l'injustice de tout ça, mais ça fait partie du cadeau de vie. À la différence, un père qui a la maladie peut avoir transmis à ses enfants le risque, mais la mutation, le nombre de billes a diminué au niveau où ils ne vont jamais la manifester, ou dans le cas de la fille, dans le cas du garçon, peut-être, peut-être pas, c'est une zone grise. On ne sait pas encore si nécessairement il va le manifester. Donc, c'est pour ça que les parents qui l'ont maintenant, qui ont eu des enfants, ça va toujours être difficile pour nous, avant qu'ils soient testés, de vous dire qu'ils vont l'avoir ou pas l'avoir. C'est sûr que s'ils n'ont pas reçu cette erreur-là, vous avez une chance sur 2 de donner l'erreur. S'ils n'ont pas reçu, ils ne développeront pas. Et s'ils l'ont reçu, si la taille a diminué beaucoup, ben, c'est prometteur pour eux. Encore, le problème reste dans la famille, parce que leurs propres enfants, le même phénomène accordéon peut se produire. Donc, des choses qu'on va sûrement rediscuter en clinique quand on va se revoir. Et on va essayer de produire un document d'information qui va redire ça encore en termes très clairs dans les prochaines semaines pour que Ataxie Canada, s'il est d'accord, accepte de le mettre sur son site. Et on va le partager avec vous, avec les rapports des résultats. Donc, un mot. Ce que la protéine fait, elle est déjà, la fonction est quand même assez bien connue. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle est très présente dans les cellules, surtout du cervelet, les neurones du cervelet. Et elle est importante pour le transport de certains ions. Donc, le cervelet est un organe un peu comme le cœur, il se contracte pas, mais qui se dépolarise, repolarise tout le temps. Donc, on a besoin de rentrer du sodium, sortir du potassium. C'est toujours des ions qui se déplacent. Et ce que cette protéine-là fait, c'est qu'elle permet de rendre certains de ces canaux-là vraiment performants. Et si elle est moins présente, on pense qu'il y a moins de canaux qui vont se former correctement. Donc, la dysfonction va apparaître sur le temps. C'est probablement pour ça que ça prend du temps. Et c'est probablement pour ça qu'au début, on a juste une dysfonction temporaire, modifiée par l'alcool, des choses comme ça. Et avec le temps, cette dysfonction-là devient assez importante, que certaines des cellules vont mourir. Et là, on voit apparaître un problème d'ataxie plus permanent. C'est encore des hypothèses, mais avec ce qu'on a, ça semble très crédible. Donc, qu'est-ce que la découverte a ouvert comme porte par rapport au traitement, qui est toujours la préoccupation de tous les malades? Donc, pour l'instant, rien. Okay? C'est pas rien, mais vous allez voir, c'est un rien qui peut-être sera pas très long. Ce qui a été vraiment extraordinaire pour nous, et c'est une autre des grandes leçons de cette découverte-là, c'est que quand le groupe allemand a regardé les patients qui avaient cette erreur-là, ils se sont rendus compte que 7 des 8 patients étaient les patients qui répondaient le plus à ce médicament-là, qui s'appelle le 4-aminopyridine. Les noms, c'est dalfampridine ou fampridine. Donc, c'est un médicament reconnu qui est même, on peut prescrire au Canada, mais on peut prescrire avec des indications très, très, très limitées. Sclérose en plaques et un autre syndrome rare. Donc, en fait, on a fait des demandes récemment avec des compagnies privées, on l'a fait à la RAMQ, ils ont refusé de le payer parce que c'est quand même 4 500 $ par mois. Donc, on est dans le processus avec plein de monde de développer une étude internationale en espérant que Montréal soit un site de l'étude pour essayer d'amener ce médicament-là, qui n'est pas cher en fait à produire, vers des patients pour voir s'il y a des bénéfices. On a déjà un collègue européen qui a fait certaines études. Donc, je crois que c'est une question d'1 an avant qu'il y ait une étude qui soit lancée quelque part. Ici, espérons que ce soit ici. Peu importe, c'est très prometteur parce qu'on a d'autres exemples anecdotiques. Ça veut dire qu'on a d'autres familles, d'autres cas dans le monde, particulièrement aux États-Unis, où on a vu des très belles réponses à ce médicament-là. Donc, sans dire exactement quand, ce que vous devez retenir, c'est qu'on travaille très fort pour vous amener ce médicament-là, après avoir fait l'étape de vraiment montrer que ça fait une différence. Idéalement, à des coûts raisonnables, mais ça, on verra. Donc, suivez-nous, on va sûrement informer Ataxie Canada de tout ça. Certains des projets sont faits aussi avec le National Ataxia Foundation aux États-Unis. Je suis sûr que toutes les grandes associations d'ataxie vont vouloir être partie prenante d'un effort d'amener cette molécule vers un traitement parce que je suis convaincu, moi, que ça va être efficace chez beaucoup d'entre vous. Si vous voulez savoir l'effet que les patients nous décrivent dans les autres pays, c'est une sorte de stabilisation. Des gens qui ne sortaient plus beaucoup, qui ont recommencé à sortir, ils ont moins utilisé leur aide à la marche, donc c'est même des gens avancés. Et ce qu'on espère, c'est que si on le prend plus tôt, peut-être qu'on a moins les phénomènes épisodiques. Ce qu'on ne sait pas, est-ce que ça va ralentir finalement l'installation de l'ataxie? Ça, on n'a aucune évidence de ça. Donc, la qualité au quotidien de la vie peut vraiment modifier. Et c'est important parce que je sais qu'il y a des gens sur l'appel aujourd'hui qui vont dire « Mais pourquoi on ne donne pas ça à toutes les ataxies? » C'est que justement, ça ne marche pas avec toutes les ataxies.
Donc, on n'est pas en train de penser à une molécule pour toutes les ataxies, les premiers. On est en train de penser à une molécule qui agit sur les canaux dans une ataxie où c'est vraiment une pathologie des canaux et qui semble être particulièrement sensible à cette molécule-là. On a essayé d'autres molécules chez les patients, au Québec incluant au Québec. On n'a pas eu beaucoup de succès. On a même des fois provoqué des crises. Donc, il n'y a pas vraiment rien qu'on peut donner tout de suite, mais espérons dans les prochains mois, on sera en mesure de le faire, probablement dans le cadre d'une étude au début et par la suite, on l'espère, pour qu'on puisse le prescrire de façon plus générique. L'autre espoir pour nous, c'est que, parce que je vous ai expliqué la ressemblance entre l'erreur de l'ataxie Friedreich et l'erreur de SCA27B, que c'est dizaines, sinon centaines de millions qui ont été dépensés pour trouver des façons de traiter l'ataxie de Friedreich, que certaines des technologies, des approches qui ont été développées vont aussi s'appliquer à SCA27B. Donc, on accroche notre wagon sur un train qui roule déjà. Ça, je sais que Ataxie Canada vous informe bien de tous les travaux qui se font et l'arrivée d'un premier médicament pour l'ataxie Charlevoix, l'ataxie de Friedreich. Donc, on espère, d'autant plus que certaines des approches thérapeutiques qui ont été explorées travaillent sur ce problème de ces billes. Donc, on a peut-être une molécule qui pourrait aider les deux ataxies. Donc, je trouve c'était vraiment pour nous une des raisons aussi de sortir de la phase découverte et de dire, mon Dieu, on va peut-être aller plus vite dans cette forme-là parce qu'on profite de tous ces efforts internationaux qui ont été faits sur l'ataxie de Friedreich. Donc, je voulais, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, il y avait une première carte qui ressemblait à pas mal de monde déjà. Mais là, c'est la carte actuelle, mise à jour par David Pellerin, je l'en remercie, de tous les gens qui participent à l'étude internationale. Et dans les faits, on essaie de formaliser ça avec une association qui veut développer les études thérapeutiques et les outils pour faire les meilleures études thérapeutiques dans le champ des ataxies, qui s'appelle Ataxia Global Initiative. Et on a soumis une demande pas la semaine dernière, la semaine avant, pour formaliser ce réseau-là avec plus de 40 centres dans le monde, où on va amener nos données, évidemment toujours en préservant la confidentialité, on va amener nos données ensemble pour regarder le lien entre la taille de la mutation et la présentation clinique, regarder la distribution de cette maladie-là dans le monde, et aussi savoir quelle serait, profiter de l'expérience de tout le monde pour mieux comprendre l'évolution, les présentations de la maladie, mais aussi arriver à définir si on a un médicament qui marche dans cette maladie-là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va-tu regarder les mouvements oculaires? On va-tu regarder le fait qu'ils ont moins de crise? On va-tu regarder seulement des paramètres de marche, des paramètres d'écriture? Comment on va faire ça? Donc, c'est vraiment un exercice qu'on fait dans l'enthousiasme avec beaucoup, beaucoup de monde qui, comme nous, peut-être un peu moins qu'au Québec, mais ailleurs dans le monde, se rend compte que c'est très commun. Hein, c'est vraiment... Les ataxies sont rares, mais dans le champ des ataxies, c'est une des communes. Ce sera dans les top quelques-uns, 1, 2, 3 ou des ataxies. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Parce que je veux quand même laisser un peu de temps pour des questions. Quelles sont les prochaines étapes? Donc, pour les participants, ça veut dire les gens qui ont participé à notre étude, qui ont signé notre consentement, qui ont été recrutés au cours des années, certains que je n'ai pas revus depuis quelques années, ou des fois plus que des années. On sait aussi qu'il y a aussi des patients qui sont décédés, et on a essayé de contacter, dans la mesure du possible, leur famille. Pour les gens qui ont participé, et ils veulent avoir un rapport, qui est un rapport de recherche avec l'information supplémentaire, il faut contacter Catherine Boyer, ma merveilleuse secrétaire, qui coordonne tout ça. On a besoin de votre approbation pour qu'on vous envoie un rapport avec l'information. Et bien sûr, on accepte de vous revoir. Et donc, mais il faut que vous nous dites. La raison, c'est qu'il y a certains participants qui ont participé il y a plusieurs années quand ils n'avaient aucun symptôme. Et là, nous, on sait qu'ils ont une erreur. À l'inverse, on a des gens qui ont participé, mais on sait qu'ils n'ont pas d'erreur. Est-ce qu'on va leur envoyer à tout le monde? Non. Non. Il faut que vous fassiez la demande. Et il faut aussi mettre en garde, c'est un résultat qui a été fait dans un contexte de recherche. Donc, il y a toujours la possibilité, malgré tous nos efforts, qu'il y a eu un mélange d'échantillons, des choses comme ça. Alors, s'il y a un doute sur le résultat, il va falloir qu'on vous reprélève pour reconfirmer. Donc, il y a un exercice à faire et on est là pour le faire avec vous. C'était le but de la réunion aujourd'hui, c'est de faire circuler l'information pour que vous compreniez les étapes pour ceux qui veulent avoir l'information sur eux. Puis aussi, la prochaine étape, tous les membres de ces familles-là qui aimeraient savoir, maintenant qu'on sait ce qu'ils ont, est-ce qu'ils devraient être testés eux-mêmes.
Ma mise en garde, c'est qu'à ce moment-ci, on est prêt à voir tout le monde. Bon, on sera toujours prêt à voir tout le monde. On serait surtout prêt à voir ceux qui ont des symptômes, même légers. Là, on vous a expliqué les symptômes légers. C'est sûr qu'on aimerait voir ceux-là. Les gens qui n'ont pas de symptômes du tout, je crois que c'est pas nécessaire de vous voir maintenant. Mais si vous voulez vous voir pour des fins d'être assurés ou des choses comme ça, on va vous voir avec plaisir. Et comme vous êtes membre des familles qui ont participé, vous n'avez pas besoin de redemander à votre médecin. Vous pouvez juste parler à Catherine. On fait une pratique de famille, nous, dans la clinique. Donc, on se sent tout à fait à l'aise d'organiser pour qu'on vous voit. Si c'est dans les prochains mois, ce sera avec Catherine Ashton, qui parle français aussi, là, qui est mon excellente collègue australienne, pour revoir les choses avec vous et vous offrir des tests de recherche. Le test clinique va probablement être offert à McGill, mais ça va prendre encore plus d'1 an là, avant qu'on puisse vous l'offrir, malheureusement, en clinique. Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? Vous vous rappelez, c'est important, là, il y a des gens dans ces groupes-là, dans ces groupes en haut, qui vont être des familles négatives aussi. Hein, des familles chez qui on a trouvé que c'est négatif. Donc, ça se peut qu'à la fin, on vous dise, vous avez une ataxie, mais vous n'avez pas celle-là. Mais on continue à chercher. OK? Il y aura cette nuance-là qui va être apportée pour ces deux premières catégories. À part ça, il y a tous les autres, les membres de Taxi Canada, les gens qui vont entendre parler de ça. Évidemment, vous pouvez nous contacter. Dans le contexte de la RAMQ, c'est plus une clinique, c'est plus une consultation. Donc, vous avez accès à moi, vous avez accès à Antoine Duquette au CHUM, les coordonnées sont là, cette présentation-là sera conservée, ces coordonnées-là vont être conservées aussi à Taxi Canada. Vous avez accès à moi, on peut le voir. Idéalement, on préfère que ce soit fait dans la formalité habituelle. Ça veut dire, vous demandez à votre médecin, j'ai peut-être cette forme-là, pourquoi on ne demande pas à ces gens-là qui ont l'air d'avoir de l'expérience, on va vous voir. Si vous êtes suivi par un neurologue, on travaille avec beaucoup de neurologues, on fait ça dans l'ouverture, on partage l'information, ça se fait jamais sans qu'ils soient au courant. Donc, vous pouvez demander, mais on est là pour vous voir et évidemment, on est intéressé à vous aider, sans nécessairement prendre en main tout le dossier, mais vraiment établir, vous avez ça ou vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Qu'est-ce qu'on fait si vous avez ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et on va évidemment vous tenir au courant grâce à Taxi Canada qui vraiment très généreusement aujourd'hui sert de porte-voix à ce projet-là et je le remercie. Donc, les informations sortiront à travers ça. Il y en aura probablement aussi du côté anglophone. On espère faire une séance aussi en anglais dans les prochaines semaines et probablement par d'autres grandes associations de taxi. Donc, ça, c'est la séance en anglais qui peut encore être. Donc, je veux faire des derniers remerciements avant d'ouvrir pour les questions, puis aussi de permettre à mes collègues de faire des commentaires. Encore, François-Olivier, merci. Je sais que tu es débordé. Tu as fait ça avec compétence, agilité, et même quand tu n'étais pas au pays. Alors, je te remercie beaucoup, beaucoup. Tes secrétaires, on n'arriverait pas, nous, les médecins, à travailler sans ces merveilleuses secrétaires et coordonnatrices. Donc, autant ma clinique ici que ma clinique au Saguenay. Il y a aussi celle de Lucie Bruno que je n'ai pas mentionné parce qu'ils ont moins participé à ceci, mais que j'apprécie beaucoup. Vous, les membres des familles, sans vous, on ne pourrait pas faire ces travaux-là. On le fait pour vous et on apprend de vous. Merci à Marie-Josée Dicker, l'exceptionnelle assistante de recherche qui a fait beaucoup du travail moléculaire dans le labo. Alors vraiment un travail exemplaire. Merci Marie-Josée. Catherine et les deux Catherine, je les mélange tout le temps, je suis obligé de dire Catherine et Catherine, qui m'appuient sur ce projet-là dans le labo ces jours-ci de façon exceptionnelle. Je les remercie. Merci de participer à tous. Et je ne sais pas si il y a quelque chose qui n'est pas ressorti. Malheureusement, dans cette version-là. Mais je veux aussi remercier... Ah oui, elle est en dessous. C'est dans le reformatage. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Monaco, qui est une fondation de Montréal. Le responsable s'appelle Dominique Monaco et c'est un homme qui est très sensible à la condition des ataxiques et qui, en fait, a payé... La Fondation a payé pour l'essentiel des travaux sur ce projet-là depuis une quinzaine d'années. Donc, on n'aurait pas pu faire ça sans eux. Donc, c'est la Fondation Monaco, je vais juste les déplacer. Vous allez pouvoir voir. Et je pense qu'elle est en mutation, elle va changer de nom. Bon, ça n'a pas marché. Fondation Monaco. Et merci beaucoup. Et pour l'instant, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va ouvrir pour les questions. On va, je pense, envoyer des questions par écrit dans le chat pour ceux qui sont familiers. Mais je veux offrir à mes collègues qui sont avec nous aujourd'hui, je crois que je n'ai pas vérifié, là, mais je sais que David Pellerin est là, je sais que Antoine Duquette et Catherine Ashton devaient se joindre à nous, si d'autres veulent faire des commentaires, et après ça, on ouvrira à tout le monde. Alors, merci. Est-ce qu'il y a certains de mes collègues qui voudraient faire, avant qu'on passe aux questions? Antoine, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose?
Oui, oui, ben, superbe présentation, très claire comme toujours. Ben, félicitations, mais merci aussi là, à toutes les familles qui ont participé, puis félicitations là, à David et toi là, pour le travail, puis particulièrement à Bernard là, pour avoir porté ce projet-là depuis c'est ça, plus de 10 ans, puis qui a finalement porté fruit, puis on espère va pouvoir ouvrir la porte à des traitements qui vont pouvoir faire une différence dans le quotidien de tous les gens qui sont atteints. Là, mais j'ai rien d'autre à ajouter. Tout était très clair. David de Londres, est-ce que tu veux ajouter un mot? Non, ben enfin, merci pour la présentation, excepté que je remercie tout le monde, toutes les familles là, qui ont participé au courant des années. C'est vraiment grâce à vous. On a réussi à se rendre jusque-là. Alors, je veux étendre le merci qu'Antoine et Bernard vous ont déjà communiqué, là, mais merci à tous. Mais merci à toi, David, parce que vraiment, je pense pas qu'ils dorment beaucoup ces temps-ci. Catherine, do you want to add something? Non, non. Non, non. But it's good. C'est bien, c'est bien que vous voyez son visage parce que plusieurs d'entre vous vont probablement la voir s'ils n'ont pas déjà rencontré. Alors, formidable. Merci d'être là, Catherine. Merci pour ton aide. Alors, on va se tourner aux questions. Est-ce que c'est toi, François-Olivier, qui va choisir qui pose la question? Oui, bien sûr. Ben, j'en ai une ici qui a levé la main. Caroline Grenot. Je vais... Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. C'était correct, oui, j'ai ouvert mon micro. Je ne suis pas habituée avec mon téléphone. Normalement, je suis avec mon portable. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Puis, ça répond à plusieurs de mes questions. Je suis un petit peu fragile, là. Je sais. Parce que mon papa est décédé il n'y a pas longtemps. Excusez-moi. Mon père a l'ataxie. Avait l'ataxie. C'est ça. Puis, en fait, c'est ça. Nous, on avait plusieurs questions au Dr Brun. Je voulais juste être sûre que j'ai bien compris. C'est que si j'envoie un message à la Madame Catherine, je crois, elle va pouvoir me répondre là, à toutes les questions. Parce que, tu sais, c'est sûr et certain que c'est plus personnel, là, peut-être. Oui, oui. Fait que c'est pour ça. Fait que j'aimerais quand même savoir si j'ai la bonne information puis si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc, oui, vous passez par Catherine qui va filtrer ça, qui va vous répondre ce qu'elle peut et sans ça, elle va nous les passer à nous. Puis oui, attendez-vous que dans les prochains peut-être 4 à 6 semaines, ceux qui ont manifesté leur désir d'avoir le rapport chez eux ou chez leurs parents, s'ils sont décédés, vous allez avoir cette information-là qui confirmera et avec cette confirmation-là, un document d'information aussi et tout à fait la possibilité de prendre rendez-vous, que ce soit par téléphone, parce que je sais que vous êtes plutôt dans ma région, là, que dans la région de Montréal, pour qu'on puisse se voir. Et même si ça suscite beaucoup d'intérêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être quand j'irai à l'automne, on organisera même une rencontre d'information plus ciblée pour la région. C'est important, ça me permet d'inciter, c'est pas une des ataxies qui est plus dans une région qu'une autre. Les patients sont de partout. Partout. Donc, c'est pas plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr. C'est pas plus au bas du fleuve, même si on a beaucoup de familles du bas du fleuve. C'est vraiment, on en a de toutes les régions du Québec. OK. Parce que, tu sais, c'est sûr et certain que nous, on a des enfants aussi qui se posent des questions. Puis, c'est sûr qu'eux autres, ils veulent avoir des familles. Fait que c'est souvent un peu l'interrogation qu'ils ont. Ils veulent savoir la chance qu'ils peuvent justement transmettre cette erreur. Puis, on veut savoir, moi, je veux savoir aussi si je l'ai. Parce que j'ai peut-être des symptômes que j'aurais. Puis, j'espère que ce sera clair, mais c'est tout à fait les questions qu'on s'attend. Merci. Mes condoléances encore, Caroline. Merci beaucoup. Parfait. On va prendre la prochaine question qui est par le chat là, de Jean Phénix, ancien directeur de la Fondation et qui a mené longtemps le combat. Est-ce que l'ARN polymérase est en cause dans cette ataxie? Est-ce qu'il y a un effet fondateur? Est-ce que c'est présent chez les Autochtones, Métis et Acadiens? Oui, c'est probablement le même type de pathophysiologie au niveau de la chromatine, là, de l'ADN génomique. Donc, on est en train d'explorer ça avec beaucoup d'autres personnes dans le monde aussi, je suis sûr. Pour un effet fondateur,
Ce qu'on sait maintenant, c'est que plusieurs de nos familles, surtout nos familles, les grandes familles qui ont participé au début, l'erreur est sur la même chromosome ancestrale. Donc oui, il y a un effet fondateur. Est-ce que c'est le même qui se retrouve dans d'autres populations? Non, on a vu dans d'autres populations que c'est un autre. Donc c'est une mutation qui est apparue plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que tous les cas du Québec c'est tous descendants de la même personne? J'ai aucune idée. Je serais surpris, mais c'est possible. On a par contre des cas au Québec qui ne sont pas d'origine canadienne-française, qui sont européennes. J'ai pas encore identifié un cas qui a un lien avec les Premières Nations. Je l'exclus pas, mais j'en ai pas vu de cas encore. Donc, et en Acadie, bonne question. Je sais pas si David, mais il y avait une famille qui était acadienne, mais je sais pas si elle a été confirmée à la fin. Est-ce que David, tu te rappelles? En fait, juste là-dessus, peut-être je peux ajouter concernant la question si ça a été retrouvé chez les Autochtones. Pas au Canada, mais ça a été retrouvé chez des Autochtones au Brésil, donc chez des natifs brésiliens. Donc, il y a des chances, oui, qu'on le retrouve chez nous aussi. Mais pour ce qui est de la question, si ça a été retrouvé chez les Acadiens, non, pas encore. Parfait, merci. On va prendre la prochaine question de Marie-Claude Desramy. Oui. Bonjour Bernard. Petite question. Moi, j'ai passé à date 2 tests là, sur la courte à Lucie Bruno. Est-ce que je vais avoir, c'était pour l'ARSAC, est-ce que je vais avoir des résultats de ces tests-là, un rapport de recherche ou rien du tout? C'est un autre projet. Normalement, tu devrais déjà avoir le rapport sur la confirmation génétique. Le projet Lucie Bruno est un projet qui s'étale sur des années, donc ça va produire des synthèses sous forme d'articles. Donc oui, tu vas avoir aussi accès à ces choses-là. OK, parfait. Merci beaucoup. Je vais prendre la prochaine question au chat, qui est de M. Yves Cadieux. Dr. Brett, pour une personne extérieure de Montréal, c'est quoi la prochaine étape pour aider, peut-être plus particulièrement aux États-Unis, en Californie, San Francisco? Est-ce qu'il y a des gens là-bas qui participent? Bonne question. Bonjour le Californien. Donc l'idée à ce moment-ci, c'est que oui, il y a un intérêt important aux États-Unis. Il y a même une fondation qui est en train de se créer juste pour cette ataxie-là, qui va être liée à la NAF. Je suis pas impliqué dans ça, je suis au courant, mais je suis toujours là pour aider. Et oui, quand j'ai parlé, je ne sais pas si vous aviez compris, mais il y a un groupe américain qui veut lancer cette étude thérapeutique avec le 4AP, et dont il y a un des centres qui est en Californie. Donc oui, c'est possible que l'idée, c'est de recruter. Ce qu'on ne sait pas à ce moment-ci, c'est que est-ce que c'est ce réseau-là qui finalement va faire l'étude ou pas, parce que c'est dépendant d'une subvention. Je crois que ce ne sera pas très difficile d'aller trouver les sous pour faire cette étude-là. Mais oui, il va y avoir fort probablement un centre en Californie. J'essaie de me rappeler, David, je pense qu'elle est plus à Los Angeles qu'à San Francisco. Oui. À Los Angeles. C'est le centre que, M. Cadieux, c'est le centre dont je vous ai déjà parlé. Quand je vous ai dit. Donc, à San Francisco, j'ai personne à ce moment-ci, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelqu'un. Puis oui, dans une étude thérapeutique comme ça, si vous participez, puis en général, ils payent les déplacements, puis vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours. Là. Ça se fait, il y a des suivis aux 3 mois, des choses comme ça. Donc, il faut voir. Mais oui, il va avoir fort probablement un bras américain d'une étude avec cette molécule-là. J'espère très bientôt. Merci. Ça fait plaisir. Parfait. Si je peux aussi renchérir, c'est sûr que moi, je reviens d'un voyage avec nos amis américains là, dans une conférence du National Ataxia Foundation où le SCA 27B a été annoncé en grande pompe et il y a eu beaucoup d'intérêt des membres aux États-Unis, des chercheurs, même l'invité de Marc à la réunion était, pour ceux qui ont peut-être écouté la télévision américaine, là, qui est Bill Nye de Science Guy. C'est un personnage scientifique aux États-Unis qui a découvert que le SCA 27B était l'ataxie de sa famille. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intérêt du côté américain. L'image que je donne, peut-être parce que je passe beaucoup de temps avec une Australienne, mais
Catherine, elle a fait l'eau de ce temps-ci, c'est une immense vague. Et j'ai l'impression que cette vague-là, on essaie de la surfer, puis on dirait qu'elle diminue jamais de taille. Elle fait juste grossir. Puis on se rend compte qu'il y a plein d'autres surfeurs qui s'ajoutent. Alors, c'est un peu fou, mais c'est dans l'enthousiasme. Mais c'est une période de grande activité. Puis oui, malheureusement, moi, j'étais de garde cette fin de semaine-là. Je sais que David a suivi à distance, mais oui, il y a un buzz, comme on dit. Ça veut dire que c'est la grande découverte du début de l'année. Peut-être que ce sera la grande découverte de quelques années en bout de ligne, mais c'est sûr que tout le monde est intéressé, puis beaucoup à cause de cette interface entre les ataxies dominantes, qui étaient un groupe, puis les ataxies récessives avec Friedreich. Donc, tout à coup, il y a comme une convergence d'intérêts, des triplets, de plein de choses. Donc, c'est vraiment formidable. Parfait. Je vais laisser la parole à Mme Guylaine Harvey-Beaumont. Oui. Oui, bonjour. 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 Moi, ma mère a fait partie de vos recherches au début des années 2000 au lac Saint-Jean. Elle avait la maladie de la petite tardive. Je ne sais pas quel type. Elle est décédée en 2000 maintenant. Pouvez-vous me rappeler son nom? Pouvez-vous me rappeler son nom? Marthe Harvey. Oui, OK. Il y avait son frère aussi, Magenta. Oui, tout à fait. Je peux rien vous dire au téléphone, mais sur le web, mais on va vérifier absolument. Ils ont été testés, ça, je sais. Oui. Et puis moi, je n'étais déjà plus au lac Saint-Jean à l'époque, alors moi-même, je n'ai pas pu participer à la recherche. Si je voulais tester pour voir... C'est ça. Donc là, c'est contacter Catherine. Donc, on va retravailler avec Ataxia Canada pour être sûr que vous ayez accès. La présentation va rester sur leur site d'une façon ou d'une autre, j'espère. Et on va trouver une façon vous aurez juste à faire une demande téléphonique ou par courriel et on va faire la suite avec vous. Et quand on est à l'extérieur de Montréal, ça se passe comment? Ça va dépendre où vous êtes. Ça va dépendre. On peut en général l'organiser. C'est pas toujours facile, mais la plupart du temps, on peut organiser. C'est parfait. Merci. Je vais communiquer avec elle. Plaisir. Parfait. Je vois plus de main levée. Il y a quelque chose d'autre? Oui, j'ai une autre question ici. Pour la médication discutée, est-ce possible que nous fassions des démarches par nous-mêmes, contacter directement une compagnie pharmaceutique sans passer par les assurances ou par la RAM? C'est une question de M. Alain Chagnon. Comme je dis, au Canada, c'est pas vraiment possible. Aux États-Unis, il y a des patients qui ont accès. Certaines assureurs ont accepté de le payer suite à un article de 2017 qui disait que dans certaines ataxies, ça pourrait être bénéfique. Donc, je pense qu'il y a une possibilité. Je ne connais personne au Québec de façon légale, là, ça veut dire prescrit et tout ça, qui a accès. Ça va être un des défis aux États-Unis parce que beaucoup de patients vont se le procurer autrement. Donc, je pense que à ce moment-là, nous, je dois rester avec mon chapeau de médecin et chercheur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va marcher. On a des suggestions que ça va marcher. Donc, en général, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est s'assurer que ça marche, qu'on établisse bien le dosage. Est-ce qu'il y a des formulations qui seraient meilleures que d'autres? Toutes des choses qui font qu'à la fin, même si ça crée une petite attente dans vos vies, vous allez avoir un meilleur choix à la fin avec de comment le prendre, si le prendre, 2, comment le prendre et sous quel format. Donc, c'est sûr que, mais je ne peux pas empêcher que vous pouvez explorer, là. Ça, c'est clair. Oui? Parfait. Est-ce que j'avais d'autres questions? Oui, il y avait une Monique Labelle, je crois, voulait parler. Mais... Bonjour, Monique. Il faut enlever le... Je pense que votre micro est encore... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, bonjour, Dr. Bray. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est que là, je suis rendue aux épisodes tous les soirs que j'ai travaillé, que j'ai fait de l'exercice, qu'on parlait tantôt, l'exercice et tout. Tous les soirs, après souper, je ne sais pas pourquoi, que j'aille manger un petit peu ou pas beaucoup. J'ai, comme vous disiez tantôt, les épisodes, là, moi, je vais vous expliquer la mienne, c'est que je vois plus rien. Je suis plus capable de parler. Je suis plus capable de marcher. Je suis entre deux nuages.
Là, maintenant, je ne peux plus me déplacer qu'avec mon déambulateur. Ça, c'est un outil de marche quotidien maintenant. Là, je pars, je m'en vais dans le salon, pas de télévision, les lumières fermées. Je dois faire un exercice, comme je voudrais dire, yoga, comme genre fermer les yeux, respirer. Des fois, j'en ai pour 5 minutes, des fois, j'en ai pour 10 minutes. C'est déjà arrivé, ça a duré une demi-heure. Je suis comme déconnectée du monde. Les vertiges, le haut le cœur, mais ça dure pas. Le plus grand épisode que j'ai eu, c'est une demi-heure. Après ça, je me relève. Je sais pas que je suis parfaite, là, mais je veux dire, je suis mieux. Mais à tous les soirs, c'est comme ça. Je pense que ça doit faire à peu près un mois là, que ça a commencé vraiment les épisodes comme ça. Là, je me dis, bon, mais ça doit faire partie de l'évolution de la maladie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je pense que là, on ne peut pas rentrer trop dans vos détails, mais on se reparlera, Monique, pour en parler par rapport à vous. Mais je pense que vous décrivez vraiment bien, je ne sais pas si David est d'accord ou Antoine, ce que les Américains nous ont décrit comme un brain fog. Ça veut dire c'est le moment où on est là, on peut pas vraiment s'exprimer, on est là. Et c'est pas nécessairement en début de course de la maladie. Les gens peuvent décrire ça plus tard. Et on sait tout, quand on parlait justement à quelqu'un qui veut vendre ce médicament-là, qui essaie de faire des nouvelles formulations, une des choses qu'il disait, mais il y aurait peut-être une formulation à libération ultra rapide. Donc des gens comme vous qui commencent l'épisode pourraient peut-être prendre ça et ça pourrait peut-être avorter l'épisode. Donc, il faut voir, mais oui, c'est tout à fait ça. Il y a quelques patients québécois comme vous qui m'aviez décrit ces états-là, mais je ne sais pas si c'est commun. Parce que c'est pas beaucoup de gens en parlent. Et pourquoi plus maintenant? Je pense qu'on en parlera de vous et moi. Je vais m'assurer que... faut juste voir s'il y a eu un changement de médication ou quelque chose Je voulais juste en faire part. Des fois, il y a d'autres personnes qui peut-être qui vivent la même chose que moi, là. Mais je voulais juste vous en faire part à vous, le Dr. Bray. Puis en passant, bien, merci beaucoup pour votre présentation. C'était super. Formidable, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce que j'ai d'autres questions? Vous pouvez utiliser l'icône en bas là, pour lever votre main si vous en avez besoin. Sinon, c'est sûr que connaissant Dr. Bray et son équipe, il va pouvoir répondre à vos questions par courriel ou par téléphone. C'est sûr que, comme Dr. Bray disait, il y a des choses qui sont entre patients et docteurs hein, qu'on va pas discuter aujourd'hui. Donc, je vous remercie tous d'être là. Évidemment, la Fondation Ataxie Canada essaie de vous donner l'information. La réunion d'aujourd'hui, ainsi que toutes les informations vont être disponibles d'ici peu sur notre site web. Donc, un grand merci à vous. Je pourrais vous dire que on est très heureux de pouvoir mettre l'épaule à la roue dans cette vague. C'est sûr qu'il y a des gens qui peut-être ne connaissaient pas notre fondation, qui vont pouvoir mieux la connaître dans les prochaines semaines, prochains mois. Juste pour vous dire, c'est sûr qu'il y en a qui pensent que la Fondation Ataxie Canada est une grande organisation. Mais la réalité, c'est qu'on est un petit nombre et qu'on a vraiment besoin de nos familles, de nos bénévoles. Je vous suggère aussi de devenir membre. C'est gratuit. Il y a un onglet « Devenir membre de la Fondation ». Ça nous permet, dans nos représentations, quand on parle, que ce soit Santé Canada, gouvernement, on a besoin de votre appui, de votre poids et le nombre de membres et le nombre de gens qu'on représente est important pour nous. Ça nous permet aussi de communiquer avec vous hein, quand on a des nouvelles, que ce soit de scientifiques ou d'événements proches de chez vous, même de conférences comme aujourd'hui, ça nous permet de mieux entrer en communication avec vous. Donc, soyez pas gênés. Si vous voulez mieux connaître la Fondation, je réponds au téléphone presque tous les jours. Je réponds au mieux. Je vais donner la dernière parole, évidemment, à Dr. Bray.
Merci François-Olivier, merci à Taxi Canada, merci à vous tous. Puis on continue à travailler ensemble. C'est un travail de partenariat. Hein, et donc, vous avez des questions, vous voulez faire plus de travail, gênez-vous pas, on est là pour vous. Et merci de nous aider autant. Et bon samedi et on se parle bientôt. Merci, très bonne présentation. Ça me fait plaisir.